StudyGate Digital Learning Technologies. Cancer du cavum. C'est un cancer particulier par rapport aux autres cancers des voies aérodigestives supérieures. Il y a 5 particularités. D'abord, le type histologique le plus fréquent, c'est le carcinome indifférencié, le CNT. Deuxièmement, il n'a pas de rapport avec l'alcoolotabagisme, mais plutôt avec des facteurs génétiques, viraux, en particulier le BV, et des facteurs environnementaux. Troisièmement, la distribution endémique dans certaines régions du monde. Donc, il y a une distribution particulière dans le foie. Quatrièmement, c'est un cancer très lymphophile et ostéophile, d'où la fréquence des métastases ganglionnaires au moment du diagnostic. Cinquièmement, l'efficacité de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Donc, c'est un cancer très radiosensible et très chimiosensible. Et c'est un cancer qui est peu chirurgical. Donc, même qui m'a fait les autres cancers de voies aérodigestives, la chirurgie est exceptionnelle. Alors, anatomiquement, le cavum, il fait partie des espaces profonds de la face. Il est assimilé à un parallélépipède. Donc, il y a 6 parois. Donc, une paroi supérieure qui répond à la base du crâne, dont l'extension est responsable du syndrome neurologique. 2 parois latérales, donc la trompe auditive, responsable du syndrome otologique. Une paroi antérieure en rapport avec le choane, responsable du syndrome rhinologique. Une paroi postérieure en rapport avec le plan prévertébral. Et une paroi inférieure qui est virtuelle, répondant à un plan transversal qui passe par le voile du palais et qui est en continuité avec l'oropharynx. Pour le drainage lymphatique du cavum, il y a un réseau lymphatique très riche, avec donc le syndrome ganglionnaire très important. Qui fait ici le drainage lymphatique, il se fait de façon bilatérale. D'abord au ganglion rétropharyngé, donc c'est le premier ganglion atteint mais qui est inaccessible à l'examen. Puis vers les chaînes jugulo-carotidiennes hautes, ou la sous-digastrique, il y a une classification de Robbins numérotée 2A, puis au ganglion de la chaîne spinale haute, donc 2B. Ensuite vers la chaîne jugulo-carotidienne moyenne. Sur le plan épidémiologique, qui m'appelle donc la répartition géographique elle est particulière. En fait, il y a 3 zones à l'échelle mondiale. Il y a des zones à haut risque. Il y a surtout l'Asie, surtout la Chine. Il y a des zones à risque intermédiaire, surtout le Maghreb. Et des zones à risque faible, c'est les pays occidentaux. Donc il faut savoir que la Tunisie, donc, elle est à risque intermédiaire. Donc l'incidence est généralement autour de 5 à 8 cas par 100 000 habitants par an. Et il faut savoir que le cancer du cavum en Tunisie, c'est le premier cancer ORL de la femme et le deuxième cancer ORL de l'homme, après le cancer de larynx. Et au total, donc chez l'homme et la femme confondus, c'est le deuxième cancer, kiff après le cancer du larynx. 2 pics de fréquence, un premier pic entre 15 et 20 ans et un deuxième pic chez le sujet entre 40 et 50 ans. Donc c'est une courbe bimodale. Donc, Matstagerbouch, quand il y a un cas clinique, cancer de cavum chez un sujet âgé. Éthiopathogénie, alors le cancer du cavum n'a pas de relation avec l'alcool et le tabac, mais les autres cancers des voies aérodigestives supérieures, en particulier le carcinome épidermoïde kératinisant. Il y a 3 facteurs éthiopathogéniques. Le principal facteur, c'est le virus Epstein-Barr virus, qui est un virus du groupe herpès dont l'ADN viral a été trouvé dans les cellules tumorales pour le cancer du cavum. Et le plus souvent, donc, la sérologie EBV est positive. Donc ce virus est très impliqué dans la carcinogenèse. Et souvent, la charge virale sérique EBV est proportionnelle au volume tumoral. Concernant la sérologie EBV, elle a 4 intérêts.
un intérêt de dépistage chez le sujet à haut risque, surtout pour les zones endémiques qui manquent l'Asie, donc il dépiste le cancer du Cavum par les sérologies EBV. Deuxième intérêt diagnostique, 6 biopsies négatives avec une très forte suspicion, notamment devant des adénopathies cervicales isolées, avec forte suspicion du cancer du Cavum. Troisièmement, un intérêt pronostique, donc il faut savoir qu'un taux élevé des anticorps est corrélé à un pronostic plus grave. Quatrièmement, c'est la surveillance après traitement. Deuxième facteur éthiopathogénique, c'est les facteurs génétiques, donc des cas familiaux, donc des facteurs prédisposants, surtout les groupes HLA. Troisièmement, les facteurs environnementaux, par exemple les nitrosamines, les salaisons, avec allège en Asie, la fréquence est très importante. Pour l'anatomopathologie, alors il faut se rappeler d'abord que le Cavum a un épithélium de type respiratoire. La particularité, c'est la présence d'une population lymphoïde très importante. Sur le plan macroscopique, alors il y a 3 formes. La forme la plus fréquente, c'est la forme bourgeonnante. Puis, il y a la forme ulcéro-bourgeonnante. Et dans des rares cas, la forme infiltrante sous-muqueuse profonde. Donc, elle est à la forme des biopsies profondes. Sur le plan microscopique, alors, il y a la classification OMS de 2003, très importante à connaître, qui distingue les carcinomes épidermoïdes et les firment 3 types. Donc, le type 1, c'est le carcinome épidermoïde bien différencié kératinisant, qui est comparable au cancer des voies aérodigestives supérieures, donc on a la même épidémiologie, le même profil, le même traitement. On le surtout dans les pays occidentaux chez les sujets âgés alcoolotabagiques. Type 2, c'est le carcinome épidermoïde non kératinisant. Et le type 3, le plus fréquent en Tunisie, c'est le carcinome indifférencié, le CNT. C'est celui qui nous intéresse. Et c'est celui qui est intriqué avec le BV. L'autre n'a pas de relation avec le BV. Bref, les carcinomes épidermoïdes, il ne faut pas oublier les lymphomes et les rhabdomyosarcomes chez l'enfant. Et de très rares cas d'adénocarcinome. Donc, quand on cite les formes histologiques, il faut citer toutes ces formes. Alors maintenant, les modalités d'extension. Il faut savoir que le cancer du Cavum, il naît le plus souvent d'une zone qu'on appelle la fossette de Rosenmüller. Et puis, l'extension tire de proche en proche, aux structures de voisinage. Et puisque donc le Cavum a des rapports anatomiques très riches, donc l'extension tire vers beaucoup d'organes. En avant, l'extension tire vers les fosses nasales, le sinus maxillaire, vers les cavités orbitaires et vers l'ethmoïde. En arrière, vers l'espace rétropharyngé, les vertèbres cervicales C1 et C2, AKO. En bas vers l'oropharynx, en haut vers l'étage moyen et postérieur de la base du crâne, vers l'os occipital et le sinus sphénoïdal. Latéralement vers les espaces parapharyngés, tels que la fosse infratemporale et l'oreille moyenne par la trompe de Stage, ainsi que le trou déchiré. Donc, il faut les apprendre avec précision. Puis l'extension ganglionnaire, donc c'est un réseau lymphatique très riche. L'extension tire surtout vers les groupes ganglionnaires haut et postérieur, donc ce qu'on appelle le triangle postérieur du cou. Donc le premier ganglion, c'est le groupe rétropharyngé, puis la chaîne spinale et la chaîne sous-digastrique. Et c'est une extension qui est bilatérale. Pour l'extension à distance, les métastases, donc 10% au moment du diagnostic, le patient a une métastase. C'est surtout l'os, donc c'est un cancer ostéophile. Puis le poumon, puis le foie. Donc vous pouvez retenir les 3 premières lettres. OPF, selon l'ordre. Cliniquement, comment se présente le cancer du Cavum? C'est une symptomatologie d'empreinte. Je parle de la symptomatologie d'empreinte. Donc c'est des signes très variés et qui sont traînants parce que le Cavum est anatomiquement un espace qui est profond. Donc il est inaccessible à l'examen. Donc il ne s'exprime pas. Il s'exprime par l'extension aux organes de voisinage. C'est ce que je parle de la symptomatologie d'empreinte.
alors les signes cliniques révélateurs, on va les classer dans des syndromes. Enfin, il y a 4 syndromes. Le plus important, c'est le syndrome ganglionnaire. Il est révélateur dans 80% des cas. Donc, c'est des adénopathies cervicales hautes et postérieures, unies ou bilatérales. Puis, le syndrome otologique, c'est souvent une hypoacusie unilatérale progressive de transmission par dysfonction tubaire. Donc, l'extension tire donc vers la trompe de stage, cette sacrée trompe de stage. Donc, les sérosités vont s'accumuler dans l'oreille moyenne. C'est l'otite séromuqueuse, d'où l'hypoacusie de transmission. Donc, là, il faut retenir que devant toute symptomatologie otologique qui est souvent unilatérale, chez un adulte jeune, toujours il faut penser au cancer du cavum et faire un examen otoscopique. Troisième syndrome, c'est le syndrome rhinologique. À type d'épistaxis unilatérale récidivante, une rhinorrhée purulente résistante aux antibiotiques, une obstruction nasale, une voie nasonnée, parfois une hyposmie, voire une anosmie. Donc le caractère unilatéral est très important. Quatrièmement, le syndrome neurologique. Il est de mauvais pronostic. Donc on a une paralysie oculomotrice, c'est surtout le nerf 6 qui est touché, une diplopie donc, par extension au trou de la base du crâne. Une paralysie des nerfs mixtes, surtout le 10, le 11, par extension soit au trou déchiré ou à l'espace parapharyngé. Il est à ces nerfs. Un syndrome douloureux de l'hémiphase ou du pharynx par atteinte du nerf 5 et du nerf 9, donc des névralgies de la face. Un trismus par atteinte du 5 moteur. Et dans les cas les plus évolués, ce qu'on appelle le syndrome de Garcin. C'est l'atteinte de tous les nerfs crâniens d'un seul côté. Attention, l'atteinte du nerf 7 et 8 elle est rare au cours du cancer du cavum. Parfois, à côté de ces 4 syndromes, on a un syndrome paranéoplasique, un hypocratisme digital, une thrombophlébite, une fièvre prolongée, une dermatopolymysite. Donc au total, il faut toujours évoquer le cancer du cavum devant une adénopathie cervicale isolée, vu l'importance du syndrome ganglionnaire pour le cancer du cavum, donc toujours y penser, et des symptômes naso-neuro-otologiques qui sont unilatéraux, qui sont traînants et qui sont progressifs. Pour le diagnostic positif, alors, comment on peut faire le diagnostic du cancer du cavum? Cliniquement, on sait à comment on peut accéder au cavum, qui est une zone très profonde, soit par une rhinoscopie postérieure avec miroir, ou bien par un nasofibroscope souple. Donc, le cavum, ou bien sûr, si on a une masse qui est suspecte, il faut compléter par une endoscopie nasale ou la cavoscopie, le plus souvent sous anesthésie générale, ou on peut faire des biopsies. Ou bien sûr, l'étude anatomopathologique qui va vers le diagnostic. À côté de ça, il ne faut pas oublier le bilan ORL. L'autoscopie qui a une otite séromuqueuse, l'examen des paires crâniennes, un bilan ganglionnaire et un examen stomatologique. Il y a surtout fait le bilan pré-thérapeutique. Pour le bilan d'extension, alors il y a un bilan d'extension locale et un bilan d'extension à distance. Pour le bilan d'extension locale, c'est surtout le TDM crânio-cervico-facial avec injection et avec une fenêtre osseuse. Avec le TDM, Z a une IRM crânio-faciale pour évaluer l'extension vers l'endocrine. Donc presque les deux sont systématiques, là. Scanner ou l'IRM ZOUS. Et il vaut mieux les faire avant même la biopsie. Donc نبداو حتى في البيلون d'extension قبل ما نعملوا البيوبسي. وفما زاد la ponondoscopie. Donc il y a le pharyngo-laryngoscopie. Elle n'est pas systématique, elle est uniquement indiquée chez les sujets alcoolo-tabagiques à la recherche d'une tumeur synchrone. Pour le bilan d'extension à distance, il faut faire une radiographie du thorax, une échographie hépatique et une scintigraphie osseuse si on a des signes d'appel ou bien si l'âge est inférieur à 30 ans. Au le bilan d'extension, toujours il faut écrire la sérologie EBV. Donc c'est surtout les anticorps anti-VCA, les plus spécifiques.
Pour le diagnostic différentiel, il se pose chez l'adulte avec le lymphome surtout qu'il y a des adénopathies cervicales hautes et bilatérales. Mais attention, les lymphomes, on n'a en aucun cas une atteinte d'hypercrânien. Le diagnostic, il est histologique, c'est surtout l'immunohistochimie qui va rétablir le diagnostic dans ce cas. Et le lymphome, généralement, il est de bon pronostic si le traitement il est précoce. Chez l'enfant, le diagnostic différentiel, il se pose avec les lymphomes non hodgkiniens, avec le rhabdomyosarcome, avec les végétations adénoïdes et avec l'angiofibrome nasopharyngé, surtout chez l'adolescent de sexe masculin. Lequel fait l'angiofibrome nasopharyngé, on n'a pas d'adénopathie. Ou là, attention, il ne faut pas faire des biopsies. La classification TNM, alors là, il faut apprendre celle de 2009. Donc, femme a des modifications. Le stade T1, Béchiwali, T1 l'qdim ou T2A. Donc, T1, lorsque la tumeur elle est confinée au nasopharynx, ou bien il y a une extension vers l'oropharynx ou les fosses nasales. Mais attention, sans extension parapharyngée. Donc, c'est T1. Ou T2, هي T2B القديمة. Donc c'est l'extension parapharyngée surtout. Généralement, يقول لك فما une hypoacousie, donc l'extension vers l'oreille moyenne, تدخل في l'extension parapharyngée. Et T3, c'est l'envahissement des structures osseuses, donc la base du crâne ou le sinus maxillaire. Ou T4, c'est d'emblée l'extension endocrânienne, l'atteinte des nerfs crâniens, l'extension vers la fosse infratemporale, l'hypopharynx ou vers l'orbite. Donc surtout dans le cas clinique, j'ai l'extension au nerf crânien. Il y a donc un signe déficitaire ou acte direct classé à T4. Pour les ganglions, alors N0 si absence des ganglions cervicaux, N1 si ganglions unilatéraux à 6 cm au-dessus des clavicules. N2 si les ganglions sont bilatéraux, toujours inférieurs à 6 cm et au-dessus des clavicules. N3, femme N3A qui est les ganglions supérieurs ou égal à 6 cm mais au-dessus des clavicules. Et N3B si femme une adénopathie susclaviculaire. Pour les métastases, bien sûr, MX qui est des données dans le cas clinique à la métastase. M0 qui ne dit pas de métastase et M+, si présence de métastase. Pour la prise en charge thérapeutique, il faut savoir que le traitement de base de cancer du cavum, c'est la radiothérapie. Donc c'est un cancer qui est très radiosensible. La radiothérapie, donc, a deux modalités, soit la radiothérapie externe, soit la curithérapie. Mais c'est surtout la radiothérapie externe. Donc en pré-radiothérapie, on toujours la mise en état de la cavité buccale. Un examen stomatologique, l'extraction des dents carriées, et il faut protéger les dents par des gouttières fluorées. À la femme à risque d'ostéoradionécrose. Donc toujours les gouttières fluorées. Pour la chimiothérapie, c'est aussi un cancer qui est chimiosensible. Il est indiqué soit néoadjuvante, soit concomitante à la radiothérapie, ou bien c'est une chimiothérapie palliative en cas de métastase. Pour la chirurgie, elle a peu de place. La seule indication, c'est une chirurgie ganglionnaire pour les reliquats ou les récidives ganglionnaires. Les indications. Alors, là, la femme a modification Z puisque la classification TNM, elle s'est modifiée. Donc, femme a 4 cas de figure. Si le cancer est classé T1, N0, M0, c'est une radiothérapie exclusive. Si le cancer est classé N3, M0, quel que soit T, c'est une chimiothérapie néoadjuvante, puis radiothérapie et chimiothérapie concomitante. Si le cancer est classé M1, donc il est métastatique, c'est une chimiothérapie première, puis réévaluation. Le reste, c'est une chimio-radiothérapie concomitante. Donc, c'est T2, T3, T4, N1, N2, M0. Adam alcool, donc c'est une radio-chimiothérapie concomitante.
Donc, كيفاش تصير الحكاية؟ Pour les cancers T1N0, نبداو donc une radiothérapie exclusive. C'est une radiothérapie externe, نعطيو 70 gray. Chaque séance donc تبدا فيها 2 gray, donc en 35 fractions, تبقى donc 7 semaines sur le site tumoral. Et puisque N0, donc sur les ganglions cervico-spinaux susclaviculaires, نعطيو une dose Z de 50 gray, مش de 70 gray, au cours de même séance. Donc الدوز نتاع الغونغليون كي يبداو ماهمش اتان تكون 50 غري اقل. Puis on fait une réévaluation 8 semaines après la fin du protocole. Généralement نعملو scanner ou IRM ou cavoscopie من الاول جديد pour évaluer l'efficacité. Si stérilisation alors نتعداو للsurveillance. Sinon كان عندي par exemple un reliquat ganglionnaire وقتها نعملو chirurgie pour évidement ganglionnaire. Deuxième cas, si on a T2, T3 ou T4 avec soit N0 ou N1 ou N2, وقتها كما قلنا نعملو radiochimiothérapie concomitante. Donc toujours la radiothérapie 70 gray sur la tumeur et sur les ganglions envahis et 50 gray sur les ganglions s'ils sont non envahis. Et la chimiothérapie systémique à base de 6 platines, elle est hebdomadaire, donc chaque semaine, donc c'est généralement 6 cures. Puis une réévaluation après 8 semaines. Si stérilisation, donc c'est une surveillance. Si reliquat ganglionnaire, c'est une chirurgie. Troisième cas, donc, si on a N3, M0, quel que soit T, qui m'a dit c'est une chimiothérapie néoadjuvante, puis radiochimiothérapie concomitante. Et dernier cas, si métastatique, chimiothérapie, puis réévaluation. Si bonne réponse, on peut faire alors dans ce cas radiothérapie, radiochimiothérapie concomitante, inti ou T ou N, puisque ça y est étoilé le M, terja kima le M0. Si mauvaise réponse, ou la métastase multiple, وقت نتعداو le traitement palliatif. Fama une partie Z très importante لنا في le traitement, ما تنساوش surtout les complications de la radiothérapie. Il faut les apprendre, خاطر fama beaucoup de questions là-dessus. Donc la radiomycite, la radioépithélite, l'ostéoradionécrose, l'hypothyroïdie, l'hypocyalie, le trismus. Donc il faut les apprendre. Pour les facteurs pronostiques, alors femme a des facteurs de bon pronostic ou femme a des facteurs de mauvais pronostic. L'âge jeune, le sexe féminin a donc ces facteurs de bon pronostic généralement. Le type histologique, là, paradoxalement par rapport aux autres cancers, le carcinome indifférencié, il est de bon pronostic par rapport au carcinome bien différencié. Donc la survie globale, elle est de 44% pour le CNT. Par contre, elle est de 16% pour le carcinome de bien différencié. À retenir. D'autres facteurs de mauvais pronostic, le stade TNM avancé, T3, T4, donc l'envahissement intracrânien, l'atteinte ganglionnaire, l'adénopathie susclaviculaire surtout, les métastases à distance, la sérologie EBV fortement positive et les deux mauvais pronostics, et la mauvaise réponse à la radiochimiothérapie. La surveillance, il faut savoir que le risque métastatique est généralement supérieur au risque de récidive locorégionale. Avec Alice, il faut faire un bilan métastatique au cours de la surveillance. Une radiothorax tous les 3 mois, une écho abdominale annuelle, une scintigraphie osseuse si des signes d'appel. Vous faites le bilan de récidive locale, toujours une consultation ORL avec nasofibroscopie chaque 3 mois. Scanner du cavum, voire une IRM annuelle. Et la sérologie EBV généralement tous les 6 mois. Et bien sûr, sans oublier la surveillance dentaire à vie. StudyGate, Digital Learning Technologies.